Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Césaire. Nous sommes dans notre émission spéciale Hellfest, le festival bien connu des fans du métal. Je m'appelle Chloé Jouy et voici Oriane Jarry. Et aujourd'hui, nous nous sommes intéressés aux facteurs travail du festival, et plus précisément aux artistes qui interviennent sur le Hellfest. Au total, Hellfest Productions sélectionne et conclut pas loin de 160 contrats avec des artistes parmi lesquels une soixantaine sont signés entre septembre et décembre. Cela représente environ 2000 artistes. Ces groupes de taille et de notoriété différentes peuvent jouer du métal et du rock. Pour approfondir notre enquête, nous sommes allés poser des questions à Christy Medina Gonzalez, un membre de l'équipe du Hellfest Productions. Nous lui avons d'abord demandé comment les groupes étaient sélectionnés et voici ce qu'elle nous a répondu. Alors, les groupes ils vont être sélectionnés par 3 programmateurs. Donc, en fonction des scènes, ils ont chacun 2 scènes qui leur sont attitrées. Donc, ça va dépendre de la direction qu'ils veulent donner à leur scène. Tu vois, par exemple, comme Eric l'a expliqué tout à l'heure, sur les scènes principales, ça va être plus le métal un peu plus accessible à tout le monde, qui est des groupes qui sont très connus, qui vont passer à la radio, etc. Il y a d'autres scènes qui vont être plus de niche, où il y aura, par exemple, tel jour, on va faire une journée qui est plus axée sur le black metal, par exemple. Donc là, on va sélectionner des groupes qui font partie de ce courant. Voilà, donc c'est décidé comme ça, en fait, en fonction de la direction artistique qui veut être prise sur telle ou telle scène ou sur tel ou tel jour. Ensuite, nous nous sommes demandé si les groupes étaient payés et si oui, est-ce qu'ils étaient tous payés pareil. Voici ce qu'en dit Christy. On paye tous les groupes, personne ne nous paye pour venir jouer. C'est des artistes, ils travaillent, tout travail mérite salaire, on va dire. Après, forcément, on les paye pas du tout la même chose. Les petits groupes qui vont faire, par exemple, il y a des groupes qui jouent, qui viennent du tremplin en fait, Hellfest. Ils vont forcément pas être payés la même chose que Metallica, tu vois. Donc ça va vraiment dépendre du groupe, de la notoriété. Et après, c'est des histoires de négociation en fait entre le programmateur et les agents de chaque groupe. Tous les groupes sont donc rémunérés différemment, car cela dépend bien évidemment de leur notoriété. Tout cela est négocié en amont entre le programmateur et les agents de chaque groupe. Mais la négociation porte sur plusieurs points, non seulement les cachets, mais aussi leurs hôtels, leurs transports et enfin le backline, notamment le matériel souhaité sur scène. Puis nous nous sommes demandé si les groupes ont des exigences pour venir jouer au Hellfest. La réponse est très intéressante. Ça va être d'abord dans la négociation entre le programmateur et l'agent, voir s'ils arrivent à se mettre d'accord déjà sur certaines choses qui sont en soi très simples, mais qui vont conditionner leur venue ou pas. Donc les 3 grandes choses qui vont être négociées à la base, c'est déjà le cachet, forcément, voir si niveau argent on est tous d'accord. L'hôtel, savoir si on les loge ou pas. Si on leur offre les transports, par exemple entre l'hôtel ou entre l'aéroport et le festival. Et puis le backline, donc le backline ça va être tout le matériel qui va se trouver sur scène, donc ça peut être les micros, les amplis, des guitares, voilà. Donc ça c'est les postes sur lesquels on se met d'accord d'avance. Après, plus l'artiste est gros, plus il va avoir des exigences. En fait, on a plusieurs types d'artistes. On a les artistes entre guillemets normaux qui vont être les plus petits groupes, et plus le groupe va être gros et plus on va respecter en fait leur cahier des charges. Et donc ça s'appelle un rider. On le reçoit d'avance et là on voit les choses sur lesquelles on fait des concessions ou pas, si on est d'accord ou pas. Là c'est un peu un ping-pong entre les agents et nous en fait. Plus l'artiste est gros, plus il va donc avoir des exigences. Chaque groupe envoie un rider, un cahier des charges, ce qui va donner lieu à un ping-pong entre le Hellfest Productions et l'agent du groupe jusqu'à obtention d'un compromis. Hellfest Productions doit alors respecter et s'adapter aux contraintes des artistes. Pour aller plus loin dans les anecdotes croustillantes des coulisses du Hellfest, nous avons aussi demandé à Christy si les groupes avaient des demandes originales. Voici sa réponse. Alors oui. Donc il y en a qui vont nous dire, nous on arrive, on est 30, donc il nous faut 4 loges pour nous tout seuls, parce que on a plein de costumes, il faut qu'on puisse les stocker, on a besoin de tant de miroirs parce qu'on a du maquillage à mettre. On a des demandes, l'année dernière, on a un groupe qui nous a demandé des douzaines de roses bleu, blanc, rouge parce qu'ils en avaient besoin pour leur show. On a un gros sujet sur les serviettes de scène aussi, puisque ils transpirent beaucoup, donc ils ont besoin de pouvoir s'éponger. Donc il faut que les serviettes soient noires, c'est hyper important. Voilà, il y a des petites choses qui sont un peu drôles des fois, mais globalement, ça reste quand même des demandes assez
assez courantes sur je veux telle marque de bière ou je suis végétarien, voilà. En off, nous avons appris qu'il y a des demandes très spéciales, comme faire surveiller ses guitares par des agents de sécurité, jouer en clôture ou encore obtenir 60 agents du Mossad, les services secrets israéliens, oui, pour assurer sa sécurité. Mais après tout, ce sont des rockstars. Enfin, nous lui avons demandé si les artistes avaient les mêmes bars et restaurants que les festivaliers. Elle nous a répondu ceci. Non, on a tout un espace donc, qui est backstage, donc, à l'arrière des scènes, qui est réservé vraiment aux artistes et à leurs équipes de techniciens. Où là, ils ont un restaurant juste pour eux, un bar qui est juste pour eux, avec du coup une équipe de restauration externe qui vient pour leur préparer à manger. Donc il y en a pour tous les goûts en fait. Il y a un buffet qui est disponible tout le temps, un buffet froid pour du grignotage dans la journée. Et une fois par jour, il y a du repas chaud avec plusieurs types de repas pour les végétariens, pour les véganes, cuisine du monde. Voilà, donc il y en a un peu pour tout le monde et pour tous les goûts, pour que tout le monde puisse s'y retrouver en fait. Les artistes et leurs équipes de techniciens ont donc bien un espace backstage qui leur est réservé, comprenant un restaurant et un bar, avec une équipe de restauration externe dédiée. Un buffet froid est proposé toute la journée et un repas chaud une fois par jour, de quoi régaler des artistes affamés. Maintenant que nous en savons un peu plus sur le lien entre les artistes et le Hellfest, nous avons voulu comprendre comment se répartissaient les artistes sur les différentes scènes. Pour commencer, il faut savoir qu'à Hellfest Productions, la direction artistique est composée de 3 personnes qui gèrent chacun de scènes. Ben Barbeau gère les 2 main stage, Yann Lenevé les scènes Valais et Warzone, et enfin Christy Medina Gonzalez les scènes Altar et Temple. Les artistes sont dirigés vers des scènes différentes en fonction de la direction artistique donnée à chaque scène. Par exemple, les scènes principales accueillent surtout les groupes les plus connus proposant un métal accessible à tous. D'autres scènes sont plus de niche, black metal ou death metal par exemple. Éric Perrin nous a expliqué les différences entre les scènes à sa manière. On vous laisse en profiter. Donc en fait on a 6 scènes qui respectent un peu une esthétique musicale à chaque fois. Donc il y a le grand courant, c'est le métal, donc c'est le style dans lequel on évolue. Et en fait dans le métal, la particularité c'est que tu as plein de sous-domaines, sous-genres on va dire qui existent. Donc tu as le death metal, le black metal, le hardcore, le punk, le hard rock, le stoner, le doom, enfin bref il y en a quasiment autant qu'il y a de groupes qui existent dans le métal. Donc on a plus essayé de répartir par famille ces scènes-là. Donc on a par exemple les 2 main stage qui sont en fait donc les 2 plus grosses scènes qui accueillent un peu les plus gros groupes, ceux qui font un peu le plus de consensus on va dire en termes du public. C'est là on a Metallica, on a eu Guns N' Roses, on a eu Gojira, Ghost notamment l'an dernier. Et donc c'est une scène où on a plus tout ce qui est hard rock, rock alternatif, metal alternatif, hein, tous les grands styles on va dire plus populaires dans le metal. Donc des artistes des fois qui ont pu passer à la télé, à la radio, etc. Après on a une 3e scène qui est un peu la 3e main stage, c'est un peu la scène en hommage au précédent festival, le Fury Fest, donc qui est très axé punk et hardcore, donc c'est la Warzone. Où là on a vraiment plus les origines de ce qu'écoute Ben et Yohan, donc ça va être vraiment des musiques un peu plus brutes, plus ambiance on va dire fraternité je dirais. On a ensuite la scène Valais qui est un peu la scène expérimentale, rock, psyché, stoner, doom. Donc c'est des musiques très lentes, très planantes. C'est des choses aussi sur des styles musicaux où on va un peu plus s'éclater en partant dans parfois des styles qui mélangent d'autres styles, par exemple avec le hip-hop, avec l'électro ou avec la musique industrielle notamment aussi. Et après on a 2 autres scènes qui sont un peu plus métal, je dirais pour les puristes. Donc on a la scène Altar et Temple. Donc la Altar c'est toute la scène death metal. Donc là c'est plutôt cri de cochon on va dire. Pour simplifier, c'est voilà, des gens qui crient beaucoup, qui font des bruits d'animaux avec leur bouche on va dire, voilà, sur des grosses guitares avec un rythme très vite. C'est pour résumer un peu le death metal. Et donc ça va être des esthétiques un peu comme ça. Et le black metal ça va être plutôt le cri de corbeau on pourrait dire. Un peu comme ça. Et voilà, avec des peintures aussi, beaucoup de groupes aussi qui font de la musique un peu plus traditionnelle avec des instruments de leur pays. On a notamment des groupes finlandais, nordiques, qu'on appelle du pagan. Et là par exemple cette année on a un groupe qui est en Mongolie qui fait du métal mais avec des instruments on va dire de leur pays. Donc du coup c'est
c'est plus un voyage, on va dire, entre différentes cultures musicales. Donc en fait, voilà, on a ces 6 scènes et en fait, en fonction de la programmation de chaque groupe, on choisit de savoir si il est plus adapté pour cette scène, pour une autre, etc. Merci Eric pour ce grand moment. Puis, lui aussi a répondu à notre question sur la manière dont les recrutements des artistes se fait. Voici sa réponse qui ne manque pas d'humour. Et bah grâce au téléphone, c'est assez pratique. Non, mais on va dire que c'est pas le travail le plus compliqué, c'est effectivement d'appeler les groupes. Hein. Maintenant, on a la chance d'avoir Internet qui permet de trouver le contact assez vite des agents. Donc les agents, en fait, c'est eux qui s'occupent, on va dire, des groupes. C'est eux qui font un peu l'intermédiaire. Peut-être que Christy vous en dira un peu plus là-dessus. Mais l'idée, c'est d'arriver à les convaincre de venir parce qu'on organise un festival avec des milliers de personnes et que ça permet aux artistes de se représenter devant un grand nombre de personnes. Donc du coup pour leur carrière c'est intéressant de venir au Hellfest, de jouer en France devant un public nombreux. Donc c'est comme ça que Ben Even ont réussi en fait à convaincre des artistes et puis en fait après c'est un effet domino hein. Quand tu arrives à avoir des gros artistes une première année, après comme les artistes se connaissent tous entre eux, ils parlent beaucoup, ils disent tiens j'ai passé un super moment au Hellfest, c'était hyper cool, le public était hyper bien, ça donne envie à d'autres groupes de venir, etc. etc. Pour poursuivre notre enquête sur les artistes du Hellfest, nous avons voulu interroger des artistes eux-mêmes pour avoir leur ressenti. Nous avons eu ainsi l'honneur de rencontrer Fetus, membre d'Ultra Vomit, un groupe de métal très connu. Ils sont passés déjà 4 fois sur la scène du Hellfest en 2005, 2008, 2017 et 2019, et à chaque fois sur la fameuse Main Stage. Nous nous sommes demandé quel a été le ressenti du groupe lors de leur participation au Hellfest, et voici ce qu'il nous a répondu. C'est quand même choquant. La première fois qu'on s'est retrouvé sur la main stage vraiment bondée en 2017, ça a été quand même impressionnant. C'est-à-dire que même si on avait fait plein de concerts avant, devant parfois des milliers de personnes et tout, mais là c'est vraiment à perte de vue, donc c'est vraiment vertigineux. Et en fait on a tous eu un moment de vertige à ce moment-là. On s'est dit c'est beaucoup trop gros et on n'était pas habitué. On s'est retrouvé là, on a vraiment joué d'une manière. En fait, notre batteur, Manar, il a accéléré tous les tempos parce qu'il était vraiment, je pense, physiquement, il était vraiment très en panique. C'est pas normal d'être pour autant de gens. Donc en fait, il a accéléré tout. Moi, je n'arrivais pas à suivre tout. On n'a pas très bien joué cette fois-là, mais par contre, il y avait une bonne énergie. Parce qu'on jouait très, très vite, donc ça rendait le truc complètement foufou. Mais à la fin, quand on est sorti de scène, j'étais presque pas content parce que je me suis dit, on n'a pas bien joué. Quoi. Et après coup, je me suis rendu compte que non, c'était énorme, il y avait une ambiance de fou et tout ça. Mais sur le moment, c'était vraiment, on s'est tous regardés, on a échangé après, on s'est dit, mais en fait, c'était n'importe quoi, c'était beaucoup trop choquant. Et on était tous un peu, juste avant de monter sur scène, on ne faisait pas les malins, quoi. En fait, on était vraiment impressionnés. Donc ça, je passe direct à 2017, mais ça nous a fait ça à chaque fois, en fait, à chaque fois. Parce que le hasard fait qu'on a joué, même en 2005 au Purifest, on était déjà sur la main stage. Alors c'était pas du tout les mêmes, c'est pas du tout aussi gros que maintenant, mais c'était déjà quand même impressionnant pour nous. Donc à chaque fois, on a eu ce stress quand même de monter sur scène au Hellfest. 2005, 2008, 2017. Il n'y a que 2019 où là on pouvait dire, ça y est, comme c'était juste 2 ans avant, on s'est dit, c'est bon, on se souvient un petit peu de ce que ça fait, et on est arrivé beaucoup plus serein, quoi. Alors il y a eu quand même du stress évidemment, mais du trac, de toute façon il y en a toujours, quoi. Mais on est arrivé beaucoup plus sûr de nous, avec un set qu'on commençait à bien roder parce qu'on tournait depuis 2 ans déjà. Donc on avait les morceaux dans les pattes. C'est ça aussi, quand on est arrivé en 2017, on venait de sortir l'album, ce qui fait que tu arrives, tu joues sur scène, les morceaux ne sont pas encore bien imprégnés. Donc il y a ce truc aussi de est-ce qu'on va bien jouer, est-ce qu'on va bien. C'est moins solide, on va dire. Donc au bout de 2 ans, là on était plus solide et ça a fait un show pour nous plus mémorable, on était plus vraiment dans le truc, quoi. Ouais. Mais bon, c'est quand même choquant. Merci Fetus pour nous avoir partagé votre expérience. Mais à votre avis, est-ce eux qui ont fait savoir au Hellfest qu'ils étaient intéressés pour y jouer ou est-ce Hellfest Productions qui les a contactés? Voici la réponse. En fait, déjà, le fait de dire si on est intéressé, je pense que tous les groupes sont intéressés, à mon avis. Donc déjà, là-dessus, il n'y a pas de problème, je pense que c'était entendu. Par contre, non, c'est eux qui nous ont contactés. En fait, en gros, nous, on bosse avec un tourneur. Donc, en gros, c'est notre agent
qui nous vend en fait, qui vend nos concerts à des salles ou des festivals. Donc en gros, ils ont un catalogue avec des groupes, on fait partie de ce catalogue et ils disent voilà ce qu'il y a de disponible, voilà les groupes qui sont en tournée à cette période-là. Et donc vous allez pouvoir choisir dans cette liste-là. Et ensuite, c'est un petit peu comme si ils choisissent sur un catalogue en fait. Donc les programmateurs du Hellfest, ils regardent, ils disent tiens, voilà qu'est-ce qu'ils ont en ce moment qui tourne. Et parce qu'ils ne peuvent pas choisir n'importe quel groupe si le groupe n'est pas en tournée, ça peut être, ou s'ils sont en studio, j'en sais rien, ça peut être un autre agenda. Donc là, ils choisissent à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés plusieurs fois à être sur l'affiche. Mais à chaque fois, il y a un timing précis qu'on peut même parfois nous anticiper. Quand on sort un album, là, par exemple, on pourra se dire tiens, le Hellfest, ça sera telle année, on peut choisir, tu vois. Après, évidemment, il faut quand même qu'ils veuillent de nous, mais on pourra dire tiens, cette année-là, on est en tournée, cette année-là, on est en studio, cette année-là, on fait ça. On voit donc que la collaboration est complète entre les groupes et le Hellfest. Pour poursuivre notre enquête, nous avons demandé à Fétus comment se prépare-t-on à un tel festival et quelle est l'organisation à tenir. Voici ce qu'il nous a répondu. Comment on se prépare de toute façon, en fait, moi j'ai toujours ça dans la tête à partir du moment où c'est calé. Parce qu'un Hellfest, tu le cales, enfin là je vous le dis, c'est un truc qui se cale vraiment longtemps à l'avance. C'est pas, alors sauf s'il y a des remplacements de dernière minute, ça peut arriver évidemment. Mais quand on est booké au Hellfest, c'est plus d'un an à l'avance. Donc on sait déjà, on a déjà notre tourneur qui dit bon bah voilà, je vous confirme, c'est Hellfest 2019, c'est parti et tout. Et là dans la tête, c'est déjà en tâche de fond, c'est déjà il y a ce truc-là qui va arriver, qui sera de loin la plus grosse date de la tournée. Donc en fait, il y a une préparation mentale, c'est déjà un an avant, tu t'y penses, tu te dis putain il y a le Hellfest, et tu réfléchis à qu'est-ce qu'on pourrait faire de particulier pour le Hellfest, comment on pourrait faire un truc un peu différent, ou utiliser, je sais pas, le matériel sur scène ou quoi que ce soit. Et donc mais après la préparation, quand tu es en tournée, de toute façon, c'est juste s'adapter en fonction euh, par exemple les durées de set. Quand tu joues dans une salle et que tu es en tête d'affiche, tu joues en général 1h20, 1h30. Et quand tu joues en festival, c'est à moins d'être vraiment la méga tête d'affiche, genre Iron Maiden ou Korn, je sais pas quoi, si tu joues avant, tu vas jouer, ils vont te donner, ça peut aller de 40, 50, 1 heure, mais tu joueras jamais beaucoup plus que ça. La dernière fois, on a joué 50, je crois. Et en 50 minutes, tu dois adapter aussi le concert. Tu dis ça, on va pas le jouer, ça, on va enchaîner comme ça, parce que faut revoir un petit peu le set. Donc il y a aussi cette préparation-là. Mais ça, c'est sur les festivals, et en général, c'est comme ça que ça marche. On voit donc que la préparation pour le Hellfest n'est pas très différente de la préparation pour un autre concert ou un autre festival, mis à part qu'il faut adapter le set de chansons à une durée plus courte, 45 minutes généralement. Pour poursuivre sur cette thématique, nous nous sommes demandé si les groupes emmènent leur propre matériel ou si le Hellfest leur prête le matériel. Réponse tout de suite. Eh bien, c'est une bonne question. En fait, c'est un peu un mélange, mais le matériel musical, en fait, tout ce qui concerne le son que nous on produit, guitare, batterie, basse, tous les amplis, tout ça, c'est les nôtres. C'est les nôtres, à 100%, on ramène notre matériel. Euh, on ramène la plupart des éléments de lumière, mais par contre, au niveau du show, lumière justement, et par exemple, tu vois, au dernier Hellfest, ça va être le matos sur place, qui va être directement sur la scène, parce que c'est des énormes scènes, donc forcément, c'est des logistiques que nous, on n'a pas, on peut pas trimballer. Et tu as aussi, la dernière fois, on a eu un truc qui était assez ouf, c'est qu'on a eu des écrans géants sur toute la scène en 2019. Et ça, c'était le matériel du Hellfest. Et on a eu de la chance parce qu'en fait, c'était supposé commencer que à partir du moment où il faisait nuit, je crois, où c'était que pour les têtes d'affiche en gros, qui avaient le droit d'utiliser les écrans, mais quand tu jouais à 11h du mat ou à 14h, tu n'avais pas le droit. Et en fait, on a eu une sorte de dérogation. Là, pour le coup, c'était vraiment cool de leur part parce que on a demandé un peu, notre technicien, il a demandé est-ce qu'on pourrait utiliser les écrans vidéo, ce serait incroyable parce que nous, on a pas mal de vidéos justement dans notre show. Et ils ont dit bon, allez, genre, c'est cadeau, quoi, entre guillemets. Donc ça, c'est trop cool parce qu'on a bénéficié de l'écran un peu plus tôt, genre 1 heure plus tôt, un truc comme ça. Et là, ça a vraiment été un truc important. Parce que maintenant, quand je regarde les vidéos du Hellfest, je vois vraiment que ça fait un show énorme, en fait, avec des énormes décors dans le fond. Ça prend en fait toute la scène, c'est immense. Et ça, bon, évidemment, c'est leur matériel. Mais sinon, tout ce qui est les guitares, les amplis, les batteries, tout ça, c'est la nouvelle. Ouais.
On voit donc que la logistique est complexe et que les groupes et Hellfest Productions doivent se mettre d'accord en amont sur l'organisation en termes de matériel. Fœtus nous a aussi appris que le Hellfest est un moment de partage où beaucoup de groupes peuvent se rencontrer et parfois tisser des liens d'amitié. Nous lui avons demandé ensuite en quoi est-ce important pour eux de participer à ce festival. Voici sa réponse. En fait, le Hellfest, nous, comme on est nantais, on connaît ça j'allais dire depuis tout petit, c'est pas ça, mais depuis les débuts. Et j'ai quasiment été, j'ai pas été à toutes les éditions, mais vraiment, je pense 80%, j'en sais rien, des éditions. Et c'est vraiment une fierté de malade, tu vois. Pour nous, c'est un truc de fou. C'est vraiment le plus gros festival, le meilleur festival qui existe. Et je dis même pas en mode, c'est des gens que je connais, machin, c'est même pas ça, parce que en fait, c'est juste que c'est vrai, c'est le meilleur, tu vois. Donc, pour nous, c'est une pure fierté de faire partie de ce festival-là. Et on est pas mal associés parce qu'on est là depuis longtemps aussi, dans le paysage, le métal. Comme il y a aussi quelque chose qui, à mon avis, qui joue, c'est que comme on mélange plein de styles de métal dans notre musique, en fait, j'ai l'impression que ça rassemble un peu toutes les scènes du festival, tu vois. Genre, on peut jouer des trucs un peu, j'en sais rien, hardcore, trash, comme on peut avoir sur la scène Warzone, des trucs death black metal, comme on peut avoir sur Altar Temple, et puis sur la main stage, c'est un petit peu le mélange de tout ça. Donc en fait, ça peut être un résumé un peu humoristique, mais un peu de tous les styles de métal. Si quelqu'un ne connaît pas du tout le métal, je pense que s'il va à nos concerts, il va avoir un bon aperçu de ce que c'est tu vois, en général. Voilà. Donc pour moi, le Hellfest, ça représente ça. C'est tous les styles, il y en a pour tous les goûts. Tu vois, tous les genres de métalleux, ça exclut personne. Donc ouais, je dirais quand même fierté. Ouais. Jouer au Hellfest est donc une formidable expérience pour les groupes. Fœtus nous a dit qu'en 2017, leur notoriété a explosé après avoir joué leur nouvel album sur scène. C'est donc un vrai tremplin. C'est pour cela que le groupe Ultra Vomit envisage de rejouer sur la scène du Hellfest avec leur nouvel album actuellement en préparation. Scoop! Retour prévu pour l'édition 2024 ou 2025 a priori. En attendant, le groupe envisage de jouer sur d'autres festivals à l'étranger ou en France, mais rien de très précis. Avant de se quitter, un extrait de leur chanson fétiche sur scène. Je collectionne des canards vivants. Je collectionne des canards, oh. Je collectionne des canards pavillés. Je collectionne des canards, oh. Magique cette chanson, on comprend son succès. Nous remercions Christy pour son temps et ses réponses, ainsi que Fœtus pour son engagement dans le projet. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. C'était Chloé et Oriane sur Radio Césaire. À bientôt.